Oui, donc monsieur le modérateur, vous avez donc la parole pour convier vos panélistes. Merci d'applaudir à nouveau le modérateur. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai l'honneur et surtout la charge de modérer ce panel 2 consacré au panorama des cybermenaces, état des lieux et réponses techniques. Les cybermenaces sont des actes ou des intentions malveillants qui sont destinés à compromettre les systèmes d'information. Pour illustrer évidemment nos thèmes, je vais convoquer ici des concepts philosophiques chinois, le yin et le yang. Le yin renvoie à l'obscurité. Le yang renvoie à la lumière. Lorsqu'on regarde notre thème du jour, c'est pour moi l'image parfaite. Le yin serait alors les types de menaces auxquelles sont exposés les systèmes d'information, et le yang serait les réponses techniques, les solutions techniques apportées à ces menaces-là. Alors, c'est rassurant de savoir que lorsqu'il y a une menace, il y a en même temps une solution technique. Ça, c'est très important. Et le panel que je modère va sans doute nous apprendre davantage, apprendre des menaces, des types de menaces, faire l'état du lieu des menaces et faire aussi le point sur les solutions techniques. Et j'espère qu'à l'issue de ce panel-là, tout le monde sera édifié et qu'on pourra limiter justement ces différentes cybermenaces. Alors, pour vous entretenir sur cette thématique intéressante, j'ai avec moi 3 panélistes que je vais présenter. D'abord, Monsieur Younoussa Sanfo, qui sans doute ne se présente plus. Je vais l'inviter à me rejoindre ici. Voilà, merci pour vos applaudissements. Mettez-vous à côté, comme vous êtes le premier, à la droite du père. Enfin, je ne suis pas le père. Hein. Oui, papa. Alors, vous êtes un expert judiciaire en cybersécurité, investigation numérique. Vous êtes également agréé en cybersécurité, investigation numérique, et vous intervenez à ce titre-là auprès des juridictions, des forces de défense et de sécurité, que je vois nombreux dans cette salle, ainsi qu'auprès des institutions publiques internationales, voilà, dans le cadre de la collecte, l'analyse et la préservation des preuves numériques. Vous êtes également formateur auprès de l'ONUDC et de plusieurs écoles spécialisées. Et vous êtes reconnu pour votre expertise dans les domaines de forensique, de la cybercriminalité, de la protection des infrastructures critiques. Vous êtes également le fondateur de Horus Lab, qui est un laboratoire agréé pour la formation au métier de la sécurité, de la robotique, le labo œuvre aussi à la promotion de la souveraineté numérique. C'est vraiment très important dans le contexte actuel, à travers des initiatives ACES et Intrapol. Alors donc, votre action s'inscrit dans une vision panafricaine de la cybersécurité, alliant rigueur technique, éthique numérique et renforcement des capacités locales. Merci d'avoir accepté faire une communication dans le cadre de ce panel. Voilà, donc je vais vous demander de faire encore un banc pour notre expert. Merci. Alors, le deuxième panéliste, c'est M.
Louis Janvier Abiel Lobé, que j'invite à me rejoindre également ici. Donc, merci. Voilà, donc, oui, asseyez-vous là, oui, pour que je sois bien entouré en attendant le troisième panéliste. Alors, donc, vous occupez actuellement le poste de responsable de la sécurité des systèmes d'information et des réseaux d'Orange Burkina Faso. Vous avez aussi des responsabilités de management, de pilotage, de projet, avec une expertise technique avancée en réseau, sécurité, en load balancing, gestion des risques, en vous appuyant sur plusieurs normes, voilà, normes relatives à la sécurité, notamment les normes ISO, RM, EBIOS, voilà, voilà, et PMP, Agile. Voilà, donc merci également à vous d'accepter d'être dans ce panel-là. Donc mes applaudissements, s'il vous plaît, à M. Lobé. Et le troisième panéliste est mon commandant. Voilà, venez mon commandant. C'est vrai que j'espère que j'ai votre biographie, hein, sinon ça va même... on doit présenter décemment un commandant. Alors, vous êtes le directeur de l'expertise de l'audit et du contrôle des systèmes d'information à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, que vous connaissez sans doute bien. Vous êtes également ingénieur SSI. Vous avez une expérience avérée en sécurité des systèmes d'information, qualification en système de management de la continuité d'activité. Vous êtes certifié Entrust Shell, Certified System Engineering, Certified Network Security Specialist. Vous êtes également certifié ISO, voilà, et vous êtes en charge de la gestion de divers projets dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, les compétences d'architecte de sécurité, instructeur. Vous êtes également instructeur, hein, excusez-moi, en sécurité de l'information. Merci aussi d'avoir accepté d'être dans ce panel, mon commandant. Merci beaucoup. Donc mes applaudissements, s'il vous plaît. Alors, j'ai mes panélistes très brillants qui vont sans doute vous entretenir sur ce thème. Alors, on m'a également dit que le temps est compté. Donc, il s'agira effectivement d'un panel, il n'y aura pas de projection, comme vous le savez. Je vais inviter les panélistes, chacun à leur tour, à faire une brève communication de 10 minutes sur le sujet, c'est-à-dire l'état des lieux et les réponses techniques en matière de cybermenaces. Et par la suite, nous allons donner la parole au public pour qu'on puisse échanger sur ce thème-là et bien sûr, à l'heure indiquée, nous mettrons fin à ce panel. Merci encore à vous d'être là cet après-midi pour suivre ce panel. Alors, donc, il faut que je commence à quelque part. Je commence à donner la parole à quelqu'un. Je vois qu'à droite, il y a 2 personnes. Donc, je vais peut-être commencer par la gauche. Je commence aussi par la gauche parce que j'ai l'impression que c'est sans doute le plus jeune. Hein. Parce qu'en Afrique, les sages parlent à la fin. Donc, je vais donner la parole à celui qui me paraît être le plus jeune. Là, les anciens pourront le corriger s'il commet des erreurs. Donc, M. Lobé, je vous passe la parole pour votre communication. Merci encore. Merci, professeur. Assemblée, bonjour. On m'a déjà présenté, donc je ne vais pas me représenter. Voilà. Le thème, il est d'actualité. Il est vraiment d'actualité. Et moi, dans mon propos, je souhaiterais qu'on s'arrête et qu'on essaie de faire un état des lieux à partir de chiffres. Voilà. Il y a urgence. Et l'urgence nous est remontée par les chiffres.
Avant qu'on ne parle de stratégie, moi je souhaiterais qu'on pose un constat. Et je vais essayer de le poser en 3 chiffres, qui sont issus de rapports très récents, vraiment très récents, et qui définissent vraiment l'urgence de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Le premier facteur, c'est le facteur humain, qui est défini comme étant la faille. Le Mindcast, State of Human Risk Report de 2024, nous dit que 95%, je dis bien, des brèches de sécurité sont dues aux erreurs humaines. Le deuxième constat que je souhaite poser avec vous, c'est la course contre la montre, autrement dit les enjeux. Le temps moyen mondialement identifié pour contenir une brèche, c'est de 241 jours. C'est IBM qui nous le dit pour de 2025. Le Cost of Data Breach Report, en date de 2025. Et le troisième constat que je veux poser avec vous, c'est notre défi local, c'est-à-dire nous, les Africains, le défi auquel nous sommes confrontés. On a un déficit de compétences, et c'est avéré. On a moins de 25 000 professionnels certifiés pour 1,4 milliard d'habitants. Cela contient un déficit de talent. Cela exprime un déficit de talent. Et cela, on va dire, entraîne des pertes estimées à 4 milliards par an le continent. On a 90% de nos entreprises, malheureusement, qui opèrent sans de réels protocoles de sécurité. Je vais ici mentionner des informations qui ont fait la une des journaux, qui ont fait la une des magazines. En juin 2025, la banque Sunu a subi une cyberattaque. En mars 2023, la filiale malienne de la Bank of Africa a été visée par une cyberattaque. À cela s'en est suivi une demande de rançon. Cette information, je ne l'ai pas inventée, elle est dans le rapport 2024-2025 du Cyber Security Magazine que vous pouvez trouver en ligne. Ça, c'est les constats auxquels je souhaiterais nous inviter. C'est quelque chose qui est factuel, c'est réel, c'est du quotidien, c'est tous les jours. Mon approche à moi, c'est de plutôt partir step by step. Autrement dit, allons-y de petite victoire en petite victoire, histoire de pouvoir gagner la guerre à la fin. C'est ça mon approche à moi. Donc, je préconiserais une prévention proactive qui consistera à construire un bouclier. Dedans, dans cette prévention-là, moi, je mettrai une stratégie qui vise à réduire les surfaces d'attaque, à corriger les failles avant même qu'elles ne se produisent ou qu'elles ne soient exploitables. Autrement dit, il nous faudra anticiper, durcir, renforcer. Dans l'anticipation, on pourra parler de tout ce qui est cyber threat intelligence. Dans le durcissement proactif des systèmes, autrement dit le hardening, il faudra veiller à embarquer les best practices des constructeurs, parce que ce sont eux qui sont les garants des équipements que nous utilisons. Et ensuite, il faudra sensibiliser au quotidien pour que l'homme ne soit plus la faille, mais l'homme devienne le renfort humain.
on pourrait partir on peut aussi partir sur de la détection et réponse. Autrement dit, on pourrait mettre en place un SOC qui serait le cœur de tout cela. Ensuite, il nous faudrait faire du capital humain et de l'amélioration continue, le moteur même de notre résilience. Cela passerait par des formations, former nos gens en compétences analytiques. Nous avons forcément un quotidien, nous avons forcément des acquis, nous avons forcément des actifs. Il faudra les tester et s'assurer qu'ils sont dans un modèle PDC. PDCA, autrement dit, on teste, quand on trouve des failles, on les corrige et on va de l'avant. On continue jusqu'à ce qu'on ait l'impression d'être sécurisé correctement. Cela s'inscrit dans un processus d'amélioration continue. Et je dirais mes recommandations stratégiques, comme je l'ai dit, seraient de renforcer la résilience collective. Il faudra formaliser la coopération publique-privée. Pour moi, c'est important. Il faudra aussi prioriser les investissements, parce que qui veut se protéger, je ne vous apprends rien, la sécurité, elle coûte cher. Donc, il faudra être prêt à faire les bons investissements, les vrais investissements, pour pouvoir sécuriser davantage et mieux sécuriser. Et ensuite, moi, j'inviterai tout un chacun à la construction d'un écosystème de compétences locales. Voilà. On pourrait mettre en place une école qui serait animée par les uns et les autres pour pouvoir former, partager nos acquis, partager nos réalités du terrain. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils sortent, nos jeunes frères sortent des écoles avec un bagage trop théorique, vraiment trop théorique. Je le dis parce que je reçois chaque année plus d'une cinquantaine de stagiaires à Orange. Et ils viennent avec des bagages trop théoriques. L'idéal, ce serait que les praticiens que nous sommes, nous venions les former pour leur parler de ce qui se passe en réalité sur le terrain. Et mon propos de la fin, pour arrêter mon speech, je dirais que nul n'est à l'abri d'une attaque. C'est juste quand est-ce que nous serons attaqués. Persiste. C'est l'ultime question. L'attaquant, il a tout le temps. Il respecte un peu un adage africain qui dit 1000 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Il va vous surveiller, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Et le jour où il y aura une seule faille, quand il rentrera, les dégâts qu'il va causer seront énormes. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Lobé. On va encore l'applaudir pour sa brillante prestation. Merci. Voilà, Monsieur Lobé nous a gratifié de 2 points essentiels. D'abord, il a fait des constats qui montrent que la cybersécurité, elle est réelle. Les cybermenaces sont réelles. Parce qu'il y a évidemment, voilà, notamment un déficit de confiance, déficit plutôt de personnel. Il y a également la difficulté de parvenir assez vite à combler les failles. Il a donné un exemple, 241 jours pour combler une faille. Vous voyez que pendant ce temps, beaucoup de choses peuvent arriver. Voilà, donc il a aussi noté que la plupart des attaques, 95% des attaques sont liées à des erreurs humaines. Et à partir de ces constats, il propose alors voilà, des stratégies pour effectivement faire face. Voilà, donc bien sûr la
stratégie préventive, la réduction des surfaces, combler les failles avant qu'elles soient exploitées, sensibiliser surtout l'humain au quotidien, former l'humain pour que l'humain puisse faire face effectivement à ces différentes attaques. Voilà. Et il a aussi préconisé des réponses collectives, des investissements, l'action concertée entre le public et le privé, et bien sûr, sa dernière intervention m'interpelle encore plus en tant qu'enseignant, c'est qu'il faut que notre formation, la formation qu'on donne aux jeunes, soit orientée vers la pratique, soit basée sur des faits et non pas seulement sur la théorie. Merci, Monsieur Lobé, pour votre brillante prestation. Alors, on va passer au deuxième panéliste. Bon, évidemment, vous imaginez que ça ne peut pas être mon voisin immédiat de droite. Hein? Vous voyez l'apparence. Il y a la sagesse et je m'en vais donner la parole à mon commandant avant de revenir à M. Sanfo. Donc, M. Commandant, vous avez la parole. D'accord, merci. Je vais peut-être commencer par là où le modérateur s'est arrêté, en présentant les notions d'information, de données et tout ce qui va avec. Donc, d'abord, on peut poser la question, qu'est-ce qui est le nerf de la guerre? Donc, quelle sera la réponse immédiate, selon vous? Le nerf de la guerre? L'argent. Ok. Autre réponse? Les données. D'accord. Donc, il y a une variété de réponses et on ne pourra pas y épuiser le débat, mais la réalité converge vers une certaine situation. Donc, analysons d'abord les plus grosses fortunes de nos jours. Dans quel domaine d'activité ils interviennent? C'est essentiellement l'IT. Donc, notamment le boss de Facebook, de Amazon, pour ne pas parler d'Elon Musk et autres. Donc, tout gravite autour de l'IT ou de la donnée. Et à cela, on pourrait essayer d'établir la nuance entre données et information. Donc, on va considérer une pyramide où, à la base, on a le D. Donc, c'est une pyramide communément appelée de pyramide DICS. DICS, le D pour données, bien évidemment. Et quand on dispose de beaucoup de données, on parvient à dégager ce qui est plus important pour nous. Donc, on obtient alors l'information, n'est-ce pas? Et celui qui a beaucoup d'informations a quoi? De la connaissance, bien évidemment. Et celui qui a beaucoup de connaissances a quoi? Bon, le pouvoir, étant donné qu'on va essayer d'être conforme aux initiales DICS, d'accord? Donc, le S renvoie, bien sûr, au savoir ou alors à la sagesse. Donc, pour s'inscrire un peu dans la dynamique du modérateur. Donc, au sommet, on a la sagesse qui couronne vraiment le tout. Donc, on peut faire la référence un peu au passage religieux. Donc, que ce soit côté Bible ou côté Coran. Bon, on n'oublie pas aussi les adeptes du 15 mai. D'accord. Bon, peut-être qu'il y a une équivalence là-bas. Donc, ce qui est sûr, en se renvoyant et en faisant référence à la Bible ou au Coran, donc, chacun connaît un peu la vie de Salomon, n'est-ce pas? Plein de sagesse. Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, il a souhaité avoir la sagesse. Et par la sagesse, il a tout obtenu, n'est-ce pas? Donc, d'aucuns pourront dire il a eu la richesse, il a eu vraiment la prospérité, la sagesse. Et certains pourront dire que Balthazar n'a rien fait, n'est-ce pas? Il avait combien de femmes? Énormément. Donc, on fait focus sur un peu cette sagesse qui est le couronnement de tout, ou cette information qui s'avère être comme le pétrole du XXIe siècle. Donc, que ce soit côté vie privée ou côté institution et autres, l'information
où la connaissance ou la donnée est au cœur du tout. Donc, l'ennemi aussi sera intéressé par cette information que vous possédez. Donc, il est important de prendre des mesures de protection de cette information-là. Donc, sur le plan national, l'État burkinabé a trouvé utile de mettre en place certaines structures en la matière, notamment l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la BCLCC, la BVNVA, BNVAA, Brigade numérique de veille, d'alerte et d'assistance. Il y a également une structure au sein de la défense, la DCSI et pas mal d'autres structures. Comme certains adages pourraient le dire, une semaine n'amasse pas la farine. Donc c'est pour cette raison qu'il y a autant de structures que l'État a jugé important pour pouvoir embrasser des thématiques particulières. Il y a également la CIL. Donc l'ANSSI intervient sur le plan national pour pouvoir assurer la veille de la sécurité, renforcer la cyberculture, mais veiller aux outils de sécurité et pas mal d'autres actions. Donc voici ce qu'on pourrait présenter côté ANSSI. Et en s'appuyant aussi sur ce que le prédécesseur a dit, l'univers de la sécurité, de la cybersécurité, c'est bâti sur le People, Process and Technology. Donc cela est mis à profit encore par l'UIT, l'Union internationale des communications, à travers 5 axes. Donc quels sont les 5 axes au niveau desquels on peut bâtir la sécurité? Il y a le premier axe, bien sûr, c'est l'axe technologique. Donc il y a l'axe technologique, il y a l'axe institutionnel. L'institutionnel qui nécessite de mettre en place les structures adéquates qu'il faut pour pouvoir saisir la problématique de la sécurité. Il y a également l'axe de coopération. L'axe judiciaire. Donc, est-ce que sur le plan national ou bien est-ce que dans la sous-région, il y a des textes qui permettent d'embrasser les problématiques de la cybercriminalité comme il le faut? Donc, sur le plan national, nous avons notamment l'existence du code pénal, la loi de la CIL, il y a la loi portant protection des systèmes d'information portée par l'ANSSI et adoptée en 2024. Il y a pas mal d'autres lois. Donc, à cela, il faut ajouter l'axe de coopération. Donc, comme le panel précédent avait beaucoup insisté sur ça, que ce soit sur le plan national ou dans la sous-région, il est important de fédérer les efforts, d'avoir une synergie d'action pour pouvoir bien mener la problématique de lutte contre la cybercriminalité. Donc, voici un peu la dimension assez présente et une vue assez holistique des axes de la sécurité. Maintenant, en termes de menaces, donc pour aller, les menaces les plus courantes que l'on puisse pouvoir détecter, ce sont des menaces qui visent à pouvoir utiliser la faiblesse de l'homme. Donc, comme il avait si bien dit, l'homme est par moment vu comme la première faille. La faiblesse de l'homme peut être compromise à travers les techniques qu'on appelle ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, et il y a des techniques plus avancées qu'on appelle le business email compromission, qui essaie de cibler les premiers responsables des institutions. Donc, au-delà de ça également, on n'est pas sans savoir l'existence des thèmes de ransomware. Donc, ce sont des outils, des techniques où certains pourraient dire des virus, c'est beaucoup plus avancé que les virus, qui prennent le temps nécessaire, comme le prédécesseur avait dit, pour vous analyser, cibler vos failles. Il peut prendre des années même pour y parvenir. Et une fois qu'ils ont accès au système, ils procèdent par ce que l'on appelle mouvement latéral. Il peut partir des privilèges les moins élevés pour pouvoir atteindre les serveurs de votre système et compromettre tout le système. Donc, hormis cela, nous avons aussi l'exploitation des vulnérabilités, c'est essentiellement les vulnérabilités côté poste de travail. Donc, il y a l'exploitation des vulnérabilités côté poste de travail. Il y a l'exploitation des CMS qui sont hébergés dans le cloud. Il y a l'exploitation des vulnérabilités des serveurs qui hébergent les applications. Donc, il y a vraiment plusieurs dimensions qui peuvent être compromises en termes d'exposition à la menace. Donc, pour pouvoir
terminer avec cette dimension des menaces, c'est les failles qui puissent pouvoir être liées à l'utilisation de la technologie. Donc, on n'est pas sans savoir un peu l'avantage lié à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a également des méfaits qui vont avec. Donc, il y a notamment les attaques se basant sur les deepfakes. De nos jours, avec certains outils appropriés, on peut produire vraiment du contenu surréaliste, de sorte à ce que vous ne puissiez pas être en mesure de pouvoir distinguer si c'est créé par l'intelligence artificielle ou alors si c'est vraiment réel. Donc voici un peu ce que l'on pourrait planter sous forme de décor en termes de menaces sur le plan institutionnel. À cela, on peut ajouter les menaces qui pèsent sur l'individu. Donc, il y a notamment des promesses d'emploi, des ventes de parcelles, par moi que vous apercevez, ou alors des business qu'on vous présente. Comme quoi, vous pouvez dormir et puis l'argent travaille pour vous, n'est-ce pas? Donc, il y a l'utilisation de toutes ces techniques-là pour pouvoir compromettre soit le système, soit l'utilisateur lui-même. Donc, quelles sont les solutions qui puissent pouvoir se présenter sur le plan national? Il y a beaucoup de documents qui ont été produits. Donc, notamment le référentiel général de sécurité qui fixe le niveau minimum de sécurité à satisfaire par les institutions. Donc, c'est un document qui a été produit de façon participative par les acteurs nationaux. À cela, une stratégie nationale de cybersécurité avait été définie également. Mais ce document nécessite bien sûr une mise à jour. Et certains axes ont été définis, notamment l'axe de synergie d'action entre les acteurs, l'axe de soutien des initiatives sur le plan national. Par exemple, s'il y a des start-up en matière de sécurité, donc ils ont besoin d'un accompagnement adéquat. Donc, à cela également, il y a l'axe de renforcement des liens entre le monde universitaire et le monde du travail, étant donné que par moment, certaines expertises sont insuffisantes. Donc, vous êtes d'accord avec nous, s'il n'y a pas un effort adéquat, ce serait difficile de pouvoir avoir des experts dans 5-10 ans à la dimension de Younous, sans faute, n'est-ce pas? Donc, il y a une nécessité de pouvoir aller dans ce sens pour pouvoir offrir sur la place du travail les experts qualifiés, de même à pouvoir apporter les attentes nécessaires. Donc, au-delà de ça, il y a besoin de mettre en place des plateaux techniques. Il y a des plateaux techniques au niveau des institutions, où il y a des plateaux aussi techniques qui sont d'envergure nationale. Côté ANSSI, il y a des actions de veille. Il y a des actions de veille et de monitoring. Tout cela est renforcé à travers ce qu'on appelle le Security Operations Center National, le SOC national. Donc il y a un plateau technique qui puisse pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les systèmes d'information des structures critiques de l'État. Et à défaut d'avoir pu prévenir, il faut savoir apporter la réponse quand l'incident survient. Donc cela est notamment fait à travers le CERT. Et au-delà de ça, pour offrir les services aux citoyens, on doit se rassurer que le système qui est mis en place, qui est déployé, satisfait à un certain niveau minimum de sécurité. Donc cela est fait par l'obtention des avis de non-objection dans le cadre de la dématérialisation des procédures de l'administration publique. Donc cela s'inscrit aussi dans le sens de ce qu'on appelle l'homologation des services qui sont déployés sur le plan national. Donc voici, professeur, ce que je pourrais dire en la matière. Merci. On va l'applaudir pour la brillante présentation. Voilà, mon commandant, merci en tout cas pour cette présentation, ces informations. On a beaucoup appris. Vous êtes parti d'un constat, c'est que l'information elle est une richesse aujourd'hui
L'information, vous l'avez dit, c'est comme le pétrole du 21e siècle. De telle sorte que les supports qui permettent de manipuler ces informations doivent être protégés. Si vous ne les protégez pas, vous l'avez dit, évidemment, vous perdez bien sûr votre capital, votre richesse. Alors, vous avez aussi insisté sur les différents axes qui vont permettre justement de bâtir une infrastructure contre les cybermenaces. Vous avez évoqué l'axe technique, l'axe légal, l'axe coopératif. Vous êtes également apaisanti sur les différentes menaces, qu'elles soient institutionnelles ou individuelles. Je ne vais pas revenir évidemment sur ces différentes menaces-là. Je pense que le public aura l'occasion d'y revenir. Vous avez donné quelques exemples très intéressants d'actualité. Les promesses d'emploi, évidemment, ça c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Les ransomware, c'est vrai que je n'ai pas encore connaissance de ransomware au Burkina, mais ailleurs ça se fait. Cela suppose qu'il va falloir se préparer éventuellement à ça. Et vous avez fini votre présentation en proposant des solutions préventives. Il y a déjà un dispositif qui est là, le référentiel général de sécurité. Il y a une stratégie qui est là. Il y a également des axes qui sont définis. Voilà, vous avez également préconisé qu'on mette en place des plateformes techniques pour faire face à ces cybermenaces, et vous avez terminé par des solutions de traitement, notamment l'existence de CERT. Et moi particulièrement, je pense aussi que le public peut être intéressé à savoir, parce que le CERT c'est très important, quel est son rôle. Lorsque vous aurez la parole, vous allez peut-être répondre à ça. Pour moi, c'est très important. Et bon, les mécanismes d'homologation, ce sont des choses qui ne sont pas souvent bien connues dans nos administrations. C'est peut-être l'occasion d'insister davantage sur ça. Merci encore pour votre présentation, très, très, très éclairante. Alors, on va maintenant passer la parole au doyen du panel, parce que l'apparence peut tromper. Peut-être que je suis plus âgé que lui. Mais en apparence, il semble être le doyen. Monsieur Sanfo, je vous passe la parole pour votre présentation. Merci. Merci, professeur. Merci à tous. Je suis très heureux d'être ici pour parler de cybersécurité et de toutes ces choses qui nous concernent. Mes deux prédécesseurs ont tout dit. Ils ne m'ont rien laissé à dire. Mais puisque je suis là, il va falloir quand même que je dise quelque chose. Tout à l'heure, le commandant a parlé du nerf de la guerre, la donnée. Et on était tous d'accord qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'information. Et effectivement, si nous nous posions de temps en temps certaines questions, ça nous permettrait de comprendre pourquoi, d'année en année, on parle de cyberattaques et de cybercriminalité. La question qu'on peut se poser, c'est que nous utilisons tous des ordinateurs avec des logiciels qui, normalement, sont payants. Nous sommes quasiment tous sur Facebook, sur Google. La question qu'on pourrait se poser, c'est combien nous payons pour utiliser Facebook. Parfois, les gens disent, oui, j'achète des unités pour utiliser Facebook. Mais quand vous achetez des unités, ce n'est pas Facebook qui encaisse ça, c'est l'opérateur. Ce n'est pas Facebook. Donc, combien vous payez pour utiliser Facebook? Bon, finalement, on ne paye rien. On ne paye rien pour utiliser Facebook. On ne paye rien pour utiliser Google. La plupart des services que nous utilisons, nous ne les payons pas. Et même ceux qui sont payants, nous cherchons des solutions gratuites pour pouvoir les utiliser. On veut les utiliser sans payer. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, si on se pose la question, quelles sont les entreprises les plus riches au monde?
une fois que vous allez citer les 5 entreprises les plus riches du monde, posez-vous la question, que font-ils? Et puis on se rend compte, c'est comme le commandant le disait, en gros, ils vendent des données. Ils vendent des données. Toutes ces entreprises que nous utilisons sans payer, elles sont les plus riches du monde. Comment une entreprise qui ne facture pas à ses clients peut être la plus riche du monde? Cette question mérite d'être posée. Eh bien, des gens se sont posés cette question depuis très longtemps, et notamment des entreprises très sérieuses qui ont posé la question aux États-Unis, à Facebook et à consorts, mais d'où vous vient votre argent? Et ils ont répondu, c'est la publicité. Et on leur a dit, non, ce n'est pas vrai. La publicité ne représente que 13%. Donc, si la publicité représente 13%, comment se fait-il qu'ils sont les plus riches? D'où vient cet argent? Si vous avez la réponse à cette question, vous allez comprendre pourquoi tous les ans nous nous réunissons pour parler de cybercriminalité. C'est parce que aujourd'hui, l'or actuel, c'est l'information. Avant même la donnée, c'est l'information. Aujourd'hui, le plus puissant, c'est celui qui sait avant les autres. Si vous regardez comment le monde fonctionne, vous allez vous rendre compte, on va se rendre compte que ceux qui ont l'information avant les autres, soit ils sont les plus riches, soit ils sont les plus puissants. Savoir avant les autres aujourd'hui a une importance capitale. Et en plus, ceux qui vendent, par exemple celui qui vend des voitures, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pouvoir toucher directement des personnes, des prospects qui sont susceptibles d'acheter ce qu'il vend. Donc si je peux savoir qui est susceptible d'acheter mes voitures, mais je m'adresse à eux en priorité. Et comment ils le font aujourd'hui? En s'adressant à ceux qui nous fournissent des services gratuits. Si quelqu'un veut savoir quelle est la proportion de jeunes filles au Burkina Faso qui portent des perruques, il demande à Facebook. Facebook le sait. Facebook le sait. Pourquoi Facebook le sait? Parce que Facebook vous voit tous les jours, vous entend parler tous les jours, et il voit plein d'informations qui circulent, et avec les algorithmes, peut dire quelle est la proportion de jeunes filles burkinabées qui portent des perruques. Donc, le vendeur de perruques, il ira très vite à s'adresser à Facebook pour avoir des informations pertinentes que de jeter comme ça l'information tous azimuts. Parfois, ça ne sert à rien. Et de ce côté-là, ça a vraiment muté. Il y a 15 ans, on était embêtés dans nos boîtes email par ce qu'on appelait des spams. Ce sont des messages qu'on reçoit et parfois, certains suppriment jusqu'à 80% des messages qu'on reçoit dans nos boîtes email parce que ce sont des messages qui ne nous concernent pas. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a moins en moins de spam? Avant, une fille de 14 ans pouvait recevoir un message pour lui vendre du Viagra. Mais c'est totalement idiot. Une fille de 14 ans, le Viagra, elle s'en fiche, elle ne sait même pas ce que c'est. Aujourd'hui, elle ne recevra pas ce message. Pourquoi? Parce qu'on fait de la segmentation. La segmentation, c'est proposer à la bonne personne le produit. Et ces personnes-là, enfin ces entreprises, vont payer très cher pour avoir cette information. Vous pouvez faire un test. Vous envoyez 5 messages à 5 de vos amis, 5 de vos connaissances, en leur disant « Ma voiture commence à se faire trop vieille, je veux acheter une nouvelle voiture, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Une fois que vous avez envoyé ce message, les jours suivants, regardez la pub à droite de votre boîte email. Ça sera Mercedes, Audi, tous ces vendeurs Toyota, tous ces vendeurs de voitures qui vont, après que vous ayez envoyé des messages à des amis à vous, normalement un email c'est confidentiel,
Eh bien, eux, ils le savent. C'est eux qui font que Facebook, Google et consorts sont très riches. La segmentation. Donc, on en revient au nerf de la guerre aujourd'hui, qui est la donnée. Maintenant, tout le monde a intérêt à protéger ce qui lui est cher. En tant qu'individu, tout ce qui m'est cher, eh bien, je le protège. À commencer par mes biens, par ma famille, ainsi de suite. Donc, pour cette protection, on met des hiérarchies. Et c'est pour ça que moi, je suis très optimiste par rapport au Burkina Faso. Nous ne sommes pas les derniers de la classe en matière d'organisation. Nous sommes l'un des premiers pays à créer la Commission informatique et liberté. Les autres pays, la plupart de nos voisins, sont venus au Burkina, se sont inspirés de la Commission informatique et liberté du Burkina Faso pour en installer dans leur pays. Nous avons la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Dès que le besoin s'est fait sentir dans toute l'Afrique, notre brigade centrale a fait partie des toutes premières brigades créées en Afrique. Ça a commencé par le G5 Sahel et ensuite ça s'est répandu dans tous les autres pays. Le commandant a cité plusieurs organismes qui ont été créés au sein des forces de défense et de sécurité pour la protection de notre espace. Avec mon expérience, moi j'ai décelé deux types d'informaticiens, deux types d'ingénieurs, deux types de techniciens au Burkina Faso. Il y a ceux qui ont plus de 30 ans. Les ingénieurs qui ont plus de 30 ans au Burkina Faso sont très compétents. Très compétents. Je ne dis pas qu'on n'en trouve pas de compétents qui ont moins de 30 ans, mais la grosse compétence du pays se trouve parmi ceux qui ont 30 ans et plus. Les jeunes ont besoin encore d'apprendre. Ils sortent de l'école avec certaines compétences qui demandent une certaine organisation pour leur donner beaucoup plus pas seulement d'expérience, mais pour être consistant dans la lutte contre la cybercriminalité et dans la détection des attaques, il faut quand même un minimum d'expérience. C'est ça, les impôts au Sénégal qui ont été attaqués. Mais il ne faut pas penser que ça n'arrive qu'à eux. Hein. Au Burkina Faso, entre juin 2024 et juin 2025, les impôts, l'administration burkinabé, avec son système Résina, et puis syntaxe oui, syntaxe, ont été attaqués 966 fois. 966 attaques, c'est pas loin de 3 attaques par jour. Donc, si nous n'avons pas appris qu'on ne peut pas payer les fonctionnaires parce que le système est attaqué, c'est que des gens ont travaillé derrière. C'est pour ça que je n'arrête pas de répéter qu'on n'est pas les derniers de la classe. Ce n'est pas par manque d'attaques. Les attaques sont très nombreuses. Les 4 dernières années, l'un de mes prédécesseurs a dit tout à l'heure qu'on n'a pas connu beaucoup de ransomware. Eh bien, la réalité est qu'il y a 4 grandes structures burkinabées qui ont eu des cyberattaques majeures. Ce n'est pas la petite attaque qui t'embête juste 2 jours. C'est l'attaque qui fait que pendant 1 mois, tu fonctionnes à bas régime. 4 structures burkinabées ont eu ces attaques-là. Et 3 des 4 attaques, c'était justement, je t'attaque, je prends tes données en otage et je te demande de payer une rançon pour récupérer tes données.
tout cas, 2 des entreprises s'en sont sorties assez facilement à cause de leur sauvegarde. L'une d'elles n'a perdu que quelques heures, l'autre a perdu quand même 2 jours de données pour rattraper. Ça, ce n'est pas catastrophique. En France, à côté, bon, c'est pas tellement à côté, mais en France, des hôpitaux ont été attaqués, certaines ont failli fermer et d'autres ont eu du mal pendant plusieurs mois. Tout cela pour dire que au Burkina Faso, il y a des acteurs qui travaillent. Cela demande à être amélioré. C'est toujours cela parce que il n'y a pas un domaine qui va aussi vite que la technologie. Tous les matins, quand vous vous réveillez, il y a quelque chose de nouveau dans la technologie. Ça va très vite. Il n'y a rien d'autre qui va aussi vite que la technologie. Donc, les attaques évoluent. Par exemple, ces dernières années, avec l'avènement de l'IA, les attaquants ont donné beaucoup plus de capacité, de rapidité, de fiabilité aux attaques. Les dernières attaques où les attaquants ont utilisé l'intelligence artificielle, ça donne vraiment du fil à retordre à ceux qui protègent. Heureusement qu'aujourd'hui, pour protéger un système, on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour aller très vite, pour être beaucoup plus précis. Ce que l'IA nous apporte en matière de protection, c'est la prédiction. L'IA nous permet de faire des analyses prédictives qui vont tenir compte de nos comportements de tous les jours. Ils vont utiliser les logs fournis par nos serveurs, qui vont rassembler tous ces logs, les analyser et puis prédire des attaques avec parfois des taux très élevés de pertinence. D'accord. Donc, aujourd'hui, ce type de rencontre est très important pour faire évoluer ce monde de la cybercriminalité. Je suis très content de voir qu'au devant de la scène, il y a l'ANSSI, l'Agence nationale de la protection, l'Agence nationale des systèmes d'information. Et je suis bien content de voir que cela a été organisé par la BCLCC, qui est au devant de tout cela. J'aurais bien aimé voir sur les murs les statistiques fournies par la BCLCC du nombre de victimes chaque année au Burkina Faso, d'année en année. Non seulement on verra que ça évolue, mais on verra que le nombre croît, on verra qu'il y a beaucoup plus de victimes et on verra que les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Ce type d'informations, il va falloir que nous apprenions à les diffuser pour sensibiliser la plupart. De toute façon, en matière de cybercriminalité ou de cybersécurité, il y a 3 niveaux. Il y a l'individu, chacun de nous, notre protection. Il y a la protection de l'entreprise et puis il y a la protection de l'État. Et c'est pour cette raison que l'ANSSI a recensé ce qu'on appelle les OIV, les organismes d'intérêt vitaux. L'ANSSI s'est posé la question, quelle est la société, quelle est l'entreprise, quelle est l'administration au Burkina Faso qui, si elle est en panne d'informatique, eh bien, nous met en retard ou en tout cas crée des problèmes. La première qui nous vient en tête, c'est la Sonabel. Si on n'a pas de courant pendant une semaine, ça sera très chaud. S'il y a une coupure de courant pendant une semaine, d'abord, s'il y a une coupure de courant pendant 6 jours, on n'a plus d'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait une panne spécifique à l'ONEA. Coupure de courant pendant 6 jours, l'eau s'arrête, on ne peut plus distribuer de l'eau. Donc, le recensement de ces OIV est très important.
Maintenant, ce que j'espère, c'est que l'ANSSI impose à tous les EIV maintenant d'avoir des politiques et respecte les règles de sécurisation. En matière de sauvegarde, qu'on ne se pose plus la question. Il y a une règle très connue qui est beaucoup à la mode, qui s'appelle le 3-2-1. Hein, c'est comme les équipes de football qui ont des systèmes de défense. Donc le système de défense en matière de sauvegarde, ça s'appelle le 3-2-1. On pourra l'expliquer si vous le souhaitez. Et cela permettra à toutes nos entreprises stratégiques d'utiliser les mêmes règles de protection et d'échanger entre elles des bonnes pratiques pour le bien de tout le monde. Je vous remercie. Voilà, merci au doyen Sanfo pour... je voulais l'arrêter, hein, mais ce qu'il disait était tellement intéressant que je me suis abstenu. Vraiment, merci pour votre brillante prestation. On a beaucoup appris. Hein. C'est vrai que ces choses-là ne courent pas les rues. Les statistiques que vous donnez, ça ne court pas les rues. Et j'ai bien apprécié que vous fassiez cette invite-là à publier les données. Hein. Je pense que c'est important pour la prévention, que chacun sache que ça peut arriver, qu'il y a des attaques effectivement possibles au Burkina, que ça existe. Et donc, je pense que ça participe de la prévention. Vous êtes également... Voilà, donc vous êtes... voilà, ça tombe bien, hein, il me reste 30 minutes, ça tombe bien, parce que c'était prévu qu'on échange avec le public en 30 minutes, donc ça tombe à pic. Donc vous avez aussi longuement insisté sur le business model hein, des réseaux sociaux, voilà, des sociétés du numérique hein, qui sont les plus riches au monde. Voilà, donc c'est bon qu'on le sache parce qu'on a l'impression que les choses sont gratuites, mais en réalité on le paie d'une certaine manière. On le paie en subissant la publicité, on le paie par nos données, par nos informations qu'on partage sur les réseaux sociaux. Et vous avez également fait des recommandations, notamment à l'endroit de l'ANC. Je pense que ça, c'est très important. Merci encore pour votre présentation, très, très riche d'informations. Alors, on va maintenant passer la parole. C'est maintenant au tour du public de réagir à ces différentes présentations. Alors, comme il a été indiqué, il nous reste 30 minutes. Donc, on pourra prendre en 30 minutes peut-être une dizaine de questions. Enfin, moins que ça. Mais on peut peut-être prendre plus que ça, mais à condition de s'en tenir peut-être à une ou deux questions et poser vraiment en un bref temps, peut-être maximum 1 minute, 2 minutes. Alors donc, je passe la parole au public. Est-ce qu'on peut faire un recensement ou bien on peut aller directement? Je propose qu'on fasse un recensement pour mettre de l'ordre dans tout ça. Je vois déjà un doigt au milieu. Vous pouvez donner le nom? Nikiema Amadou. Oui. Éloge Olou. Éloge Olou. Olou. Oui. Oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Armel Yamiogo. Oui. Doudoulgou Issa. Goudoulgou. Sandouidi Abdul Wahab. Sando. Sandouidi Abdul Wahab. Voilà. Daouda Sana. Daouda Sana. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, non? Dans tous les cas, je ne vois plus d'autres doigts, donc on va opportunément s'arrêter là. Maintenant, si le temps nous permet, on pourra prendre d'autres personnes. Je pense que, n'est-ce pas, mes panélistes?
parce qu'on risque de déborder si on va au-delà de ça. Alors, Monsieur Nikiema a la parole pour son intervention. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Nikiema Amado, président de l'association des sous-distributeurs de produits téléphoniques du Burkina, aussi un membre du bureau national du Conseil national de l'économie informelle. Voilà, là où moi je voulais en venir, c'est vrai que je n'ai pas vu, il n'a pas parlé des questions donc que je voulais poser, mais il faut que je les pose quand même. Voilà, c'est au niveau des transferts d'argent, parce que c'est là notre domaine. Et au niveau des transferts d'argent, on voit que de là-bas, il y a beaucoup de arnaques qui se passent, beaucoup. On peut dire que dans la ville de Ouagadougou, il n'y a pas un commissariat ou gendarmerie que nous n'avons pas passé à travers cela. Parce que c'est nos boutiques qui sont partout dans la ville que les clients passent pour faire leurs transactions. Chaque transaction, ça va passer dans nos boutiques. Les arnaqueurs aussi, s'ils vont appeler quelqu'un pour dire voilà, tu as gagné tant, il faut partir dans une boutique Orange Money pour faire ci, faire cela, les clients vont venir faire, les problèmes retombent sur nous. Suivant, un client va passer dans nos boutiques pour faire les retraits Orange Money ou n'importe quel transfert, et puis après, il y aura une plainte à Orange ou à la gendarmerie ou au commissariat, ça va retomber sur nous. Le problème, ce n'est pas parce que les plaintes retombent sur nous, mais suivant, quand ils nous interpellent, c'est nous qui prenons les faux cassés. Pourquoi nous prenons les faux cassés? Suivant, moi je me dis souvent qu'il ne nous fait pas confiance, alors que normalement, il devait nous faire confiance pour qu'on puisse collaborer et travailler ensemble. Vous allez voir qu'il va nous appeler pour dire qu'il y a une transaction qui s'est passée dans votre boutique. Envoyez votre cahier de registre. Parce que nous, on a les cahiers qu'on enregistre. Nous, on ne sait pas c'est quelle transaction d'abord. On va emporter notre cahier de registre. Il va fier, il va trouver le cahier de registre. Sur le cahier de registre qu'on a eu écrit nom et prénom, référence de la CNB et tout, les informations. Et puis, il nous dit que c'est vrai que vous avez écrit, mais ce n'est pas la personne qui est passée à la boutique. Non, je veux juste comprendre. Le nous là, c'est qui vous interpelle? Bon, juste pour que, au moment de répondre là, on peut donner comme c'est la cybercriminalité qui nous a invités aujourd'hui, je vais les endurcer d'abord. Oui, parce qu'il y a eu pas mal de ces gens de trucs-là à l'air nouveau aussi. Ce n'est pas là-bas seulement, mais de là-bas aussi, il y a eu. Comme à la police centrale, n'importe quelle police, les gendarmeries, même Entrepôle. Mais souvent, il refuse de collaborer avec nous. Il y a eu 2 fois, exemple qu'on a pris. Il y a un certain chef Traoré, ou bien c'est quoi, quand les cybercriminalité était en face de Télé de Moronaba, qui nous a interpellé pour un criminel qui fait mal dans la ville. Je lui ai dit, si tu me fais confiance, il faut nous donner seulement la photo de la CNB, le criminel qui fait mal là. Moi, je t'assure qu'on peut l'attraper en un rien de temps. Il m'a dit, ok, qu'il n'y a pas de problème. Il va essayer avec nous pouvoir. Quand il nous a donné la photo de la pièce des criminels là, en 3 jours, on a mis la main sur les criminels et puis appelé le monsieur là de venir récupérer son don. Mais dis donc, vous êtes fort, hein? Non, ce n'est pas parce qu'on est fort, mais c'est nous qui faisons le travail partout dans les villes de Burkina. C'est-à-dire qu'à rien de temps, si on passe communication pour dire que voilà, un tel là, il est comme ci, il est comme ça. Il ne peut pas ne pas passer dans une boutique Orange Money s'il veut récupérer de l'argent. Non, je vous taquine. Voilà. En même temps, pour vous dire aussi qu'il y a un panel consacré à ça. Donc, vous pouvez parce que depuis matin, j'étais là, j'ai même demandé certaines personnes voir est-ce qu'au nouveau jeu de transfert d'argent, on va parler de eux à quel moment. Voilà, c'est ça. Donc, parce que c'était un truc que j'attendais depuis fort longtemps. Voilà. Très bien. Donc, vous n'avez pas été oublié. Oui. Il y aura un panel qui va s'apaisanter sur ça. Voilà, donc. Voilà, mais vous pouvez poser votre question. Voilà. Okay. Et puis, voilà. En plus, le Entrepôle qui est à côté, à un moment, ils ont interpellé. Monsieur Nikiema, oui. Vous posez la question. Okay. Nous, on aura l'occasion donc, je voudrais voir comment les cybercriminalités peuvent essayer de collaborer avec nous
pour ne pas que tout le temps c'est nous qui prenons les faux cassés. D'accord. Ok. Voilà. Parce que quand ils viennent avec les cahiers, qu'on vérifie, ils retrouvent les référents et puis ils te disent que non, c'est référence à là, mais la personne a déclaré sa CNB perdue, ou bien c'est pas la personne même qui était là-bas à ce jour-là. Comment nous on peut comprendre cela? C'est difficile pour nous. Donc, bon, c'est ce que je voulais poser la question pour me faire comprendre et faire comprendre les autres, et puis voir à quelle mesure les cybercriminalités peuvent nous faire confiance et puis collaborer avec nous pour que, suivant, on touche vraiment celui-là qui a fait du mal et ne pas prendre le faux casier pour mettre celui-là. Et exemple, tu fais un retrait de 100 000, il faudra que tu ne gagnes pas quelque chose de Monsieur Nikema, on a bien noté. D'accord. Voilà, vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, c'est vrai que votre question elle est intéressante. Je ne suis pas sûr que nos panélistes soient à même de répondre, mais bon, on va essayer. Voilà. Dans tous les cas, il y a un autre panel réservé à ça. Et donc, vous aurez l'occasion d'y participer, d'être davantage édifié. Alors, le suivant, c'est... excusez-moi. Éloge. Oui? Merci beaucoup, chers panélistes, pour la qualité de votre partage. Tout à l'heure, son témoignage, ça fait peut-être rire, mais c'est un mal profond qui justifie une fois de plus le contexte de cette semaine que nous tenons à saluer. Alors, sans plus tarder, vu le temps qui m'est accordé, ma question s'adresse au doyen Sanfo. 966 attaques sur la plateforme e-Syntax entre 2024 et 2025. Ce qui montre aussi qu'au niveau du Burkina Faso, il y a des expertises, il y a un travail qui est fait, il y a une veille qui est faite. Mais ce nombre inquiète et montre que les menaces sont là. En termes de recensement et de cartographie, d'où proviennent ces attaques? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir de façon claire l'origine de ces différentes attaques? Et lorsque c'est fait, est-ce que dans les recherches et les investigations, il y a un moyen de pouvoir saisir les intéressés selon le mécanisme de collaboration entre les institutions étatiques dans ce domaine? Merci. Voilà, merci Monsieur Éloge pour ces questions très précises, très pointues, adressées à Monsieur Sanfo. On va maintenant passer la parole à Monsieur Yamoyugo Armel. Merci pour la parole. Moi, c'est Yamiro Armel, ingénieur génie logiciel, représentant de la SONABEL. Je voudrais remercier déjà la BCLCC pour l'organisation de cet événement. Et également remercier l'ANC pour la bonne coopération bilatérale qui existe entre la SONABEL et l'ANC. On a tantôt parlé des difficultés au niveau de la coopération internationale avec les grandes structures comme Facebook par exemple. Et également actuellement on voit qu'il y a pas mal par exemple d'arnaques. Par exemple des gens qui vont faire des sites similaires par exemple à celui qu'on appelle de Comsilra ou bien des sites similaires à celui de la Sonature. Moi, ma question, c'est est-ce que au niveau national, lorsque ces différents noms de domaines là sont répertoriés, est-ce qu'il y a une collaboration sur le plan national de sorte à bloquer l'accessibilité de ces différents sites-là au niveau national via, par exemple, les FAI, je me dis? C'est ça ma question. Est-ce que c'est possible, dans la coopération déjà qui existe au niveau national, de bloquer ces sites-là afin que le préjudice là soit diminué? Merci. Voilà, merci Monsieur Yamoyugo. Monsieur Bondoulougou Issa, si j'ai bien prononcé le nom. Hein. Ok. Moi, c'est oui, c'est ça. Moi, c'est l'adjudant Bondoulougou. Parlant de business et outils modernes, on a ces dernières années entendu parler de Facebook. Oui, la plateforme Facebook qui change de nom, on appelle ça communément Meta. Et après certains renseignements, on me parle de métaverse, un monde virtuel. Bon, particulièrement comme il y a des professionnels accrus, on voulait comprendre comment ça va fonctionner.
Bon, si cela aussi pourra nous impacter négativement notre espace numérique. Merci bien. Voilà. Merci, M. Bondolgo, pour cette concision dans la question, très précise. Merci. M. Sadoeni. Merci beaucoup pour la parole. Mon nom c'est Sanouidi Abdul-Wahab. Je suis ingénieur système d'information et réseau, étudiant en master sécurité informatique et cybersécurité à l'université Joseph Kizerbo. Donc merci beaucoup pour les éclaircissements donnés. C'était très intéressant autour de l'élément capital de notre monde qui est la donnée, encore appelé l'or noir. Donc, merci. Mon commandant, vous avez beaucoup parlé de comment on peut protéger les données. Mais moi, j'ai beaucoup peur en tant qu'étudiant, ayant pris un peu connaissance du monde informatique, avec cette évolution technologique, l'émergence de l'intelligence artificielle, comment aujourd'hui on peut réussir à asseoir un système de sécurité crédible avec toutes ces menaces aussi diversifiées. Comment on peut réussir à asseoir un système de sécurité aussi crédible avec autant de menaces très diversifiées. Merci beaucoup. Voilà, merci M. Saoudeni. Bon, merci pour la précision également de la question, très claire. Le dernier intervenant qui doit se reconnaître, parce que je n'ai pas pu noter son nom. Daouda Sana. Daouda Sana, d'accord. Monsieur Sana, allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser à M. Sanfo. Nous savons qu'il y a des applications de messagerie, excusez-moi, telles que WhatsApp, Signal, Telegram, Bonchat et j'en passe. Et il me semble que quelque part dans le monde, il y a un gouvernement qui utilise seulement que Signal. Dans l'écosystème présidentiel, personne n'utilise WhatsApp. Quel est votre commentaire? Merci. Voilà, merci. En tout cas, j'ai bien aimé les précisions, la concision des questions. Ça nous permet de gagner un peu de temps. Merci, M. Sana, pour cette concision. Et donc, ça nous laisse le temps, notamment les panélistes, de réagir à ces questions aussi intéressantes les unes que les autres. Alors, donc, on va répondre. Je propose qu'on réponde dans l'ordre de questions qui ont été posées, sauf si c'est nécessaire de mettre ensemble ces questions. Alors, la première question, c'est le transfert d'argent, les arnaques. C'est vrai, ici, les personnes que vous interpellez, ils ne sont pas là. La BCCLC, la police, oui, peut-être la NC, mais je ne pense pas que la NC est... Voilà. Bon, si vous voulez intervenir, mais vous n'êtes pas obligé d'intervenir. Voilà, si vous voulez. Sinon, j'allais peut-être donner la parole à M. Lobé de Orange Monnaie, qui doit quand même s'y connaître un peu en matière d'arnaque liée au transfert mobile d'argent, si vous souhaitez réagir, mais sinon, on va peut-être donner la parole d'abord à la BCCLC. Ok, merci monsieur le modérateur. Je préfère plus qu'on invite monsieur Nikiema le jeudi à 9h pour le panel intitulé Cybercriminalité et confiance numérique dans les services financiers et FinTech. Le jeudi à 9h, vous êtes invité. Merci. Vous aurez plus d'informations et plus de détails. Merci. Merci, voilà. Monsieur le modérateur. Merci pour cette intervention. C'est très clair. Monsieur Nikiema, vous êtes invité jeudi matin à 9h. Quelque chose à dire pour... parce que... Oui. Monsieur Nikiema, vous savez, moi, je pense qu'il est... Vous avez posé le problème et vous avez vous-même donné la solution. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde a percuté comme moi, mais vous invitez les autorités à vous faire plus confiance. À ce que vous pouvez être de très bons collaborateurs pour résoudre ce genre de situation-là. Donc, je dirais aux autorités,
ce n'est pas une piste à négliger. Il peut être un très bon. Leur domaine, ils ont une assise parfaite sur l'environnement, sur notre quotidien. Voilà. Tout ce que nous le faisons à travers eux. Donc je pense qu'il n'est pas mauvais. Il ne faut pas rejeter du revers de la main gauche la proposition de M. Nikima. Elle est pertinente, pour moi en tout cas. Elle est pertinente. Pour revenir le petit conseil que je souhaitais partager, c'est que en face de à l'intérieur de la cybersécurité ou de la cybercriminalité, il y a un pan qui s'appelle la cyberprudence. La cyberprudence, c'est l'ensemble de toutes les attitudes de prudence que nous adoptons pour nous protéger. Un arnaqueur, quelqu'un qui détourne les fonds, en général, comme je l'ai dit dans mon propos, pendant mon intervention, c'est l'homme qui est la faille. Donc, je reprends mon propos en disant qu'il nous faut impérativement sensibiliser. Sensibiliser et sensibiliser. Parce que pour que quelqu'un puisse avoir accès à votre compte Wave, Move, Orange Money et tout le reste, quelque part, vous avez donné un accès. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur les méthodes qu'ils utilisent, mais quelque part, vous avez donné un accès. Vous, le propriétaire du compte, vous avez forcément donné un accès. Parce qu'il ne pourra jamais avoir accès, au vu de toute la pléthore on va dire quoi, des solutions techniques et sécuritaires que nous mettons en place, la personne ne pourra jamais outrepasser cela si vous-même vous ne donnez pas un accès. Et l'accès, en général, l'erreur que nous commettons tous, c'est de transférer le mail, le message que nous avons reçu. C'est ça la faille. Orange, nous on écrit clairement dans le message, ne jamais transférer ce message. C'est écrit clairement. Voilà. Donc, c'était mon petit propos. Je vous remercie. Ok, merci M. Lobé pour ces précisions. Je pense que l'interpellation des uns et des autres, ça va en droite ligne de votre proposition qui est de faire ce qu'on appelle la co-régulation, la collaboration entre le public et le privé pour faire face à ces cybermenaces. Alors donc je vais, vraiment dans l'ordre de communication, passer la parole à mon commandant Sanogo. D'accord, merci monsieur le modérateur. Donc il y a une question qui m'est adressée venant de monsieur Abdul Wahab. Donc sa question essaie de savoir comment peut-on avoir un système crédible à la suite des menaces qui multiformes qui nous environnent. À ce niveau, ce serait difficile de pouvoir proposer une panacée, c'est-à-dire une solution un système qui est la réponse à tout. C'est difficile. Quel que soit le système qu'on va vous donner, le simple fait même de vous demander de faire confiance à ce système, ça va vous amener à vous méfier de ce système-là. Donc voici une approche à prudence. Et au-delà de ça, ce que l'on pourrait ajouter, c'est de dire qu'en sécurité, disons que la sécurité 100% n'existe pas. La sécurité 100% n'existe pas. Mais au-delà de ça, bien sûr, il est important de chercher à rassurer l'utilisateur. Et en la matière, il y a certaines bonnes pratiques, certaines normes sur lesquelles on peut s'aligner pour pouvoir renforcer la sécurité. Donc, mon prédécesseur, dans son intervention, a parlé par moment de durcissement de système, qui consiste à pouvoir définir des configurations minimum à satisfaire au système, à ne pas laisser des configurations par défaut. C'est juste un exemple. Lorsque vous allez payer
des équipements qui puissent se connecter à l'Internet, couramment appelé Internet of Things. Par exemple, vous avez déployé des caméras de surveillance chez vous, ou alors vous avez un système de monitoring de certains dispositifs, et que vous les déployez par défaut, avec configuration par défaut, admin. Même le cybercriminel le moins compétent du monde pourrait pouvoir y accéder en un temps record. Donc il y a certains principes, il y a certaines pratiques qui sont proposées de façon à durcir la sécurité. Et même dans la conception des systèmes, il est proposé d'adopter l'approche Security by Design. Il faut intégrer la sécurité dès la conception de votre produit. Par exemple, regardez l'enceinte dans laquelle on se trouve. S'il faille chercher à pouvoir faire passer des câbles de connectivité électrique qui n'étaient pas prévus, vous voyez un peu le désordre que cela va semer. Alors qu'il est beaucoup plus avantageux de pouvoir anticiper et intégrer certaines mesures de sécurité dans le système dès sa conception. Exprimer les besoins de sécurité, intégrer, penser sécurité à tous les niveaux lorsque vous proposez le système. Donc voici la seconde approche. Et la troisième approche, bien sûr, c'est la certification des systèmes. Donc il y a certains systèmes, ça vient déjà avec un label. Regardez-moi une anecdote. Récemment, il y a certains compatriotes qui devaient se rendre en Chine. Et on a pris le soin de leur dire, n'envoyez pas des power banks. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui est assez soucieux de pouvoir maintenir, bien sûr, son téléphone toujours permanemment allumé, et puis qui a pris son power bank pour effectuer le voyage. Et à l'aéroport, ça a été bloqué. Selon quoi, le power bank ne satisfait pas aux normes de la Chine. Donc imaginez-vous. Donc d'aucuns seraient amenés à demander, mais finalement ça a été créé où? Est-ce que oui? Ça a été créé en Chine, made in China, mais qui ne peut pas être utilisé en Chine. Pourquoi? Parce qu'ils ont défini un certain niveau de sécurité, de qualité, ne serait-ce que pour ce produit-là. Donc il en est de même côté système que l'on propose, côté fiabilité, côté confiance. Donc il y a beaucoup d'approches à pouvoir adopter pour pouvoir renforcer le niveau de sécurité. Mais au finish, on finit par retenir seulement que la sécurité 100% n'existe pas. Et certains pourront dire que la sécurité, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Donc on l'emprunte à tout moment et on n'y arrive jamais. Et d'autres pourraient ajouter que le système le plus sécurisé au monde, ou alors l'ordinateur le plus sécurisé au monde est éteint. Il est éteint et il est enfoui dans une forteresse, protégé par du béton armé et assuré par de la garde. Donc au-delà de ça, toute concession d'un ordinateur allumé, ça pourrait faire l'objet de compromission. Merci. Merci, mon commandant. Gardez le micro, parce que votre exemple, c'est un peu inquiétant. Un ordinateur ammuré dans du béton, etc. Alors, mais je tenais à ce que vous répondiez quand même, pour moi, qui est quand même une question importante, la question de comment fonctionne le CERT et bien sûr de l'homologation, vraiment en 2 mots, pour que je pense que c'est une question importante. Parce que la sécurité va dépendre aussi de comment on met en œuvre cette procédure d'homologation et bien sûr de comment on traite les menaces à travers votre CERT. Alors donc juste quelques minutes sur ces 2 questions. Merci. Merci, docteur. C'est plutôt professeur, c'est ça? D'accord. Donc, pour ce qui concerne le CERT, nous allons faire peut-être une approche distinctive entre le CERT et le SOC.
par moment, c'est la même infrastructure avec une organisation interne différente. Ou alors, parfois, c'est deux entités techniques carrément différentes. Donc, le SOC, essentiellement, essaie de faire de la veille technique préventive, anticipative, de sorte à pouvoir détecter en amont ce que l'on appelle des indicateurs de compromission. Donc, les opérateurs ont beaucoup de données là-dessus. Et puis, l'expert Sanfo aussi l'avait mentionné dans son intervention. Les statistiques. Comment est-ce qu'on obtient cela? C'est à travers certains indicateurs de compromission technique qui sont obtenus au niveau des systèmes. Donc, le CERT parvient à pouvoir voir le danger venir. Le SOC plutôt parvient à pouvoir voir le danger venir par le monitoring, par l'entrée de la connexion. Dans certains pays, il n'y a qu'une seule entrée de connexion. Donc ça permet de pouvoir avoir une observation focalisée. Dans notre pays, il y a plusieurs fournisseurs. Donc par le monitoring, on parvient déjà à pouvoir détecter les prémices de la menace. On peut dire, ok, c'est une menace qui cible essentiellement les institutions financières, donc ceux qui sont dans la cour des décisions financières, préparez-vous. Ou c'est une menace qui cible les opérateurs de téléphonique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, au-delà de ça, il y a une certaine organisation interne aussi au niveau de ces entités techniques-là. Je dis que le IT est là, il y a une organisation, une rotation d'abord du personnel, de sorte à pouvoir assurer de façon idéale un monitoring 24 heures sur 24. Et il y a des procédures aussi de traitement, de sorte à ce que quand il y a une menace, on puisse pouvoir la qualifier. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des faux positifs. On peut dire, bon, c'est alarmant, alors qu'au finish, bon, ça ne l'est pas. Donc, les procédures sont établies de sorte à pouvoir faire le tri de ces menaces-là. Est-ce que c'est une menace confirmée? Si c'est confirmé, est-ce que l'équipe interne peut résoudre? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, qui sont les fournisseurs de solutions? Par exemple, si c'est venu d'un matériel HP ou Dell et autres, on peut appuyer sur le process de support pour pouvoir avoir leur appui. Donc, hormis cela, maintenant, quand c'est d'envergure nationale et ça prend la dimension de sinistre, de désastre, il y a une organisation aussi qui fait parvenir les acteurs nationaux qui puissent pouvoir gérer efficacement ces problématiques-là. Donc, c'est un ensemble d'outils, de compétences humaines et de procédures, en quelque sorte, qui composent et le SOC et le CERT. Merci, professeur. Merci. Bon, l'homologation, mais vraiment rapidement. Ok. L'homologation consiste à pouvoir offrir un niveau de sécurité, un niveau de fiabilité dans l'utilisation du système. Donc, ça s'appuie essentiellement sur certaines bonnes pratiques, sur certaines normes. Vous pouvez faire la recherche, la norme 15408, portant sur les critères communs. Donc, il y a des niveaux de sécurité qui sont déjà définis pour dire que si c'est le niveau 1, bon, on vous rassure que c'est sécurisé, mais il n'y a pas de garantie. Si c'est le niveau 7, on vous rassure que c'est sécurisé, il y a des labels qui sont apposés là-dessus et l'utilisateur est confiant dans l'usage de ces systèmes-là. Donc, voici un peu la philosophie, de sorte à ce qu'un système qui est déployé, qui puisse être utilisé, que ce soit le système unifié ou ses composants, on puisse avoir l'assurance qu'il y a un minimum de sécurité dans son usage. Donc, voici le principe recherché par l'homologation. D'accord. Vous voulez intervenir, M. Lobé, apparemment. Vous voulez ajouter quelque chose? En réalité, l'homologation, comme l'a dit le commandant, c'est sur la base des normes. Parce que les normes, il y en a qui sont normatives, je suis en train de me répéter, et il y en a qui sont en réalité des best practices, les meilleures façons de faire. Donc, en général, elles portent sur
toute l'entité, autrement dit sur tout le système, ou sur une partie du système. Voilà. On peut normaliser une partie du système sur la base de ce que cette partie-là permet de réaliser vis-à-vis, on va dire quoi, des utilisateurs lambda que nous sommes. Merci. Voilà, merci. J'imagine que cette homologation, c'est vraiment les structures publiques, privées. Voilà, donc ça, c'est très important. Alors maintenant, on va passer la parole au doyen. Alors, je sais que le doyen est très éloquent dans la parole, mais bon, je me permettrai de lui demander d'aller à l'essentiel parce que j'ai regardé la montre. Je pense que le temps qui m'est imparti est en train de se terminer. Donc, doyen, vraiment désolé. Je vous passe la parole dans des conditions où je vous mets la pression, mais je sais compter sur vous pour que nous puissions respecter le timing. Donc, cher doyen, je vous passe la parole. Merci. Ok, il y a la question de Eloge qui demande d'où viennent les attaques. C'est très, très, très délicat parce que les informaticiens, pour savoir d'où viennent les attaques, vont regarder les adresses IP et tout ça, parfois la géolocalisation. Sauf que ça ne veut rien dire. Hein? Quelqu'un peut attaquer en étant au Burkina avec l'envie de faire croire que ça vient de Russie, par exemple. Et il va se débrouiller pour que l'enquêteur voit des informations qui viennent de Russie. Maintenant, il y a tellement de possibilités pour se masquer que ce n'est pas facile de déterminer la provenance des attaques. Bon, mais quand même, il y a des croisements d'informations qui peuvent permettre de le savoir. Les attaques vers nos systèmes au Burkina Faso viennent rarement d'Afrique, très rarement d'Afrique. Ce qu'on a constaté, que ce soit dans les pays voisins ou chez nous, c'est qu'il y a de nouvelles attaques qui viennent d'Ukraine. Est-ce que ça vient vraiment d'Ukraine? Mais la signature Ukraine, elle est récente. On ne voyait pas beaucoup de signatures Ukraine il y a 5 ans, par exemple. Tu vois? Alors qu'actuellement, il y en a de plus en plus. Maintenant, il faut un travail sérieux pour déterminer, pour savoir si ça vient vraiment d'Ukraine ou pas. Puisqu'il faut aller vite, je vais m'en arrêter là. Et puis, Monsieur Bontoulgou, je crois, voulait savoir ce que c'était Meta. C'est vrai que Facebook, un jour, a dit « Ne m'appelez plus Facebook, je m'appelle Meta ». Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que Facebook a racheté WhatsApp. Ensuite, il y a Messenger. Il y a pas mal de services qui appartiennent à Facebook. Ils ont voulu mettre tout ça dans Meta. C'est beaucoup plus simple. Donc, Meta regroupe tout ce que propose Facebook. Facebook étant en fait une application. Hein. Donc, au lieu d'appeler la maison par le nom d'une application, ils ont choisi de donner un nom à la maison et de laisser les applications telles quelles. Donc, il y a toujours Facebook, WhatsApp, Messenger et d'autres, mais Meta est la société mère. Il a aussi demandé ce que c'était le Metaverse. C'est un monde virtuel. Ce n'est pas Facebook qui l'a inventé, le Metaverse. Ça a existé depuis toujours. D'abord comme de la science-fiction. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la réalité augmentée. C'est-à-dire que l'homme va communiquer avec des éléments virtuels. Et ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé il y a très longtemps. C'est juste que ça n'a pas eu beaucoup de succès. Même Facebook est en train de rétro-pédaler par rapport au Metaverse, parce qu'avec l'avènement de l'IA, les possibilités qu'offre l'IA, le Metaverse, ils ont peut-être pensé que ça n'allait pas, ça n'allait pas leur permettre de faire ce qu'ils voulaient faire. Parce que de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est avoir des communautés très actives, avoir un certain nombre de personnes
ça répond voilà, au modèle économique actuel. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Donc, une des questions, bon, ça, le commandant a répondu, c'est comment être crédible avec autant de menaces. Bon, est-ce qu'on peut bloquer l'accessibilité, par exemple, d'un site, question de M. Yamwego, hein? Est-ce qu'on peut bloquer des sites, bon, je pense que c'est des pratiques de phishing là, est-ce qu'on peut bloquer l'accès à ces sites-là? Est-ce qu'on a affaire à une réplique, par exemple? Voilà, oui, mais ça dépend qui bloque. Voilà. Ça dépend qui bloque. L'État burkinabé peut décider un matin qu'on ne peut plus utiliser Facebook en étant au Burkina. Donc, il va demander à quelqu'un de contacter les opérateurs pour filtrer Facebook de façon à ce que, à partir du Burkina, vous ne puissiez pas utiliser Facebook. Mais bon, pourquoi les États ne le font pas? C'est parce que c'est peine perdue. Vous allez utiliser un VPN et voilà, on ne verra pas que vous êtes au Burkina et puis voilà, le tour est joué. Donc, ça ne se fait plus ce type de filtrage. Donc, c'était quoi la question? Comment? C'est ça, est-ce que c'est possible de bloquer? Oui, c'est possible de bloquer, mais ce n'est pas très efficace. Alors, Daouda Sana a parlé d'un État qui n'utiliserait que Signal et pas WhatsApp et voulait savoir pourquoi. Mais vous êtes en plein dans le nouveau monde. Actuellement, la guerre, ce n'est même plus se tirer dessus. La guerre est multiforme. Donc, même l'utilisation des outils, maintenant, on n'utilise plus n'importe quel outil pour des raisons politiques. Voilà. Vous savez qu'en Chine, ce n'est pas WhatsApp l'application la plus utilisée, ce n'est pas Facebook l'application la plus utilisée. Ils ont leurs applications et de plus en plus de pays ont leurs applications. Maintenant, si un gouvernement décide de ne plus utiliser WhatsApp et d'utiliser Signal, il a des raisons. D'abord, Signal, c'est no log. Signal ne garde pas des logs. WhatsApp, on ne sait pas. WhatsApp garde des logs. Autre problème avec WhatsApp, c'est que en Amérique, tant que tu es sur le sol américain, tu fais ce que veut l'État américain. Donc l'État américain est capable d'aller voir WhatsApp et de lui dire toutes les connexions vers le Burkina Faso, je vais les voir. Et ils vont les récupérer. Ce n'est pas le cas un peu partout. La seule société qui a pu faire face à cela, c'est Apple. Apple qui a refusé de donner des données concernant un terroriste. Et ils ont tenu bon. Il a fallu que le FBI aille voir une société israélienne pour se faire aider afin d'avoir le contenu des informations qui étaient sur ce iPhone 6 que Apple a refusé de donner. Donc, pour répondre à votre question, pour des raisons politiques, on peut ne pas utiliser des applications et surtout quand il s'agit d'un gouvernement, d'un État, ils ont forcément des raisons et en général, c'est pour éviter que voilà, la mauvaise personne pour eux ait quand même accès à leurs informations. Et avec Signal, ils sont tranquilles parce que Signal ne garde pas de log. Bon. Bon, je pense avoir répondu à toutes les questions. Voilà. Tout à fait. Je pense que on a fait le tour, mais le commandant, je n'ose pas lui refuser le micro, hein, parce que je vois qu'il y a des corps habillés ici, là. Si je le refuse le micro, je risque de ne pas sortir ici indemne. Donc Ok, merci. Ne vous inquiétez pas, ça ne prendra que 10 minutes. Ah oui. Mais je passais à 10 secondes. Hein. Okay. Donc, c'était juste des compléments d'information. Donc, je pense comme l'expert Sanfo l'a si bien décrit, en provenant des attaques, c'est pas fiable. Il y a des statistiques que nous avons, en considérant qu'on pourrait s'y fier, les attaques proviennent essentiellement de certains pays bien connus où des compétences en cybersécurité sont vraiment très poussées.
C'est notamment la France, les États-Unis, la Chine, la Russie et puis certains autres pays. Donc voici un peu les origines des provenances. Mais c'est indicatif. C'est vraiment indicatif. Et c'est pas, comme il a si bien dit, c'est parfois fait expressément pour pouvoir induire en erreur. Donc nous avons enregistré par moi des attaques qui se sont passées en des jours symboliques. Et quand on voit la signature des attaques, ça ne colle pas avec la réalité. En fouillant, on a eu connaissance que l'attaque provenait de certains pays, alors qu'en poussant les recherches, on se rend compte du contraire. Donc voici ce qu'on pourrait apporter. Aussi, la problématique du blocage des sites aussi, c'est parfaitement ce qu'il a dit. Mais il cherchait à savoir les sites qui reproduisent nos sites légitimes ici. Est-ce que, donc, ça s'inscrit toujours dans la même logique de ce que l'expert a dit. Il suffit de pouvoir décider de bloquer tel ou tel trafic. Mais le problème dans ça, c'est qu'il y a des utilisateurs qui ne sont pas au Burkina. Par exemple, si l'on copie le site de la Sonature pour pouvoir s'inscrire à des parcelles, il y a des utilisateurs qui sont hors du pays, donc qui vont peut-être toujours continuer à tomber dans le piège. Donc voici l'apport que je voudrais faire. Merci. D'accord, merci monsieur le commandant Sanogo. Alors, avec sa prise de parole, prend fin notre panel. Désolé pour ceux qui avaient des questions à poser, on n'a malheureusement pris pas le temps. Alors donc, je dois d'abord vous remercier tous pour votre attention. Là, on a eu un public très intéressé, qui a posé des questions pertinentes, des questions très claires et précises. Alors, je voudrais également remercier les panélistes pour leur brillante prestation. Le doyen Sanfo, le commandant Amidou Sanogo et monsieur Lobé Louis Janvier pour leur prestation, pour leur brillante prestation. Ils nous ont donné beaucoup d'informations. Et on repart quand même avec, je pense, on repart avec plus de connaissances qu'on est entré ici. Ça, c'est important. Il faut savoir que le monde, ça bouge, on change tout le temps. Et ces informations-là nous permettent évidemment de changer dans le bon sens. On retient que au Burkina Faso comme ailleurs, les menaces, les cybermenaces sont une réalité. Heureusement pour nous, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des solutions institutionnelles, il y a des organes au Burkina Faso, il y a aussi tout un cadre juridique qui permet de lutter contre ces cybermenaces. Et il y a aussi des solutions qu'on peut développer dans chaque entreprise, dans chaque organisation, en termes de, voilà, peut-être, M. Lobé a notamment insisté sur la formation, la sensibilisation. Ça, c'est très important. Et je pense que si on met en œuvre toutes ces mesures-là, on pourra contenir les cybermenaces et permettre à nos organisations d'évoluer et surtout tirer le bon parti du numérique. Tirer le bon parti du numérique. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Merci à professeur Cabré pour cette brillante modération. Nous allons vous demander à nouveau donc de les acclamer, s'il vous plaît. D'accord, je sens que les visages sont crispés. C'est sûr que même avec la climatisation, c'est toujours bien qu'on se renforce les capacités, après avoir bien évidemment profité donc d'une si belle, d'une qualité, d'un panel de ce niveau. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse renforcer les capacités. Alors, il est prévu à la suite donc de ce panel une pause déjeuner, mais c'est sûr qu'on va essayer de s'organiser après donc les panélistes, avant donc que la salle ne puisse suivre. On va aller de façon coordonnée. Donc j'aimerais ici dire merci
à l'ensemble des intervenants. Merci au professeur pour ce temps que l'ensemble vous aviez dégagé. Merci également à l'ensemble donc de l'auditoire pour avoir consacré autant de temps pour rester avec nous et suivre donc ces panels. Il est sûr que accepter rester, c'est parce que aussi la thématique est intéressante et nous concerne. Alors, je pense qu'on ne dira pas plus de mots. Très bonne journée à nous et encore des acclamations nourries pour les panélistes. Institutions et citoyens sont la cible de cybercriminels. Piratage, fake news, vol de données, arnaque en ligne, des menaces croissantes pour la sécurité, l'économie et la confiance numérique. Face à ce défi, le Burkina Faso se mobilise. Du 27 au 31 octobre 2025, vivez la semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité à Azalaï Hôtel de Ouagadougou sous le thème « Bâtir une résilience nationale face à la cybercriminalité, un impératif pour la paix, la sécurité et la souveraineté numérique du Burkina Faso ». Un événement d'envergure placé sous le patronage de M. Mahamoudou Sana, ministre de la Sécurité, avec le parrainage de M. Edda. Que les hôtesses nous aident pour la direction du réfectoire. Merci. Panel,